Pablo Votadoro, je suis psychiatre et pédopsychiatre, en fait, du fait de ma pratique exclusivement, depuis en tout cas que j'ai fini ma formation, je m'occupe d'adolescents. J'ai commencé par une unité d'hospitalisation à La Verrière et finalement je suis resté en hospitalisation jusqu'à récemment, puisque ça fait 3 ans que je suis plus en hospitalisation temps plein, mais je m'occupe maintenant d'un hôpital de jour spécialisé donc pour les adolescents qui ont des troubles du comportement alimentaire. Voilà, donc je me suis surspécialisé au fur et à mesure. Mais pendant près de 25 ans, j'étais quasi exclusivement en intra-hospitalier dans différents types d'unités, donc qui accueillaient des adolescents. Voilà. Par ailleurs, j'ai une formation j'ai fait aussi un doctorat de psychologie et j'ai aussi une formation de psychanalyste par ailleurs. Voilà. Mais ma pratique ici à l'hôpital, c'est une pratique de psychiatre et de pédopsychiatre. Sur LinkedIn, il est dit que j'étais à l'unité de crise. Effectivement, j'étais responsable pendant près d'1 an et demi de l'unité de crise ici. C'est quand, disons, j'ai quitté La Verrière, où je suis venu ici, où j'étais déjà responsable de l'unité là-bas, d'hospitalisation. Et ensuite, je suis passé aussi co-responsable d'une grande unité d'hospitalisation. Et à ce moment-là, si vous voulez, cette grande unité d'hospitalisation, c'est là où je me suis surtout spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Les troubles du comportement alimentaire, c'est forcément, enfin, si vous voulez, il y a quelque chose, un mélange entre une présentation de crise aiguë, mais qui survient sur un trouble qui a tendance à être chronique. Les soins sont forcément des soins longs. L'unité de crise, c'est surtout un lieu où on accueille des jeunes qui ont des situations vraiment très aiguës, mais qui ne sont pas forcément là, pour le coup, des troubles du comportement alimentaire, voire même justement, on a plutôt tendance à prendre les autres patients qui n'ont pas de problème alimentaire dans ce genre d'unité. Il y a une tradition de la psychiatrie qui date de l'après-guerre, qui est ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Donc elle est née, on va dire, sur les décombres de la psychiatrie asilaire qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait conduit à ce qu'il y ait quand même plus de 30 000 morts dans les hôpitaux psychiatriques, morts de faim. Et donc la psychothérapie institutionnelle, elle a considéré que le soin devait passer aussi par des activités ordinaires, mais aussi, enfin, que ce soit de l'ordre du travail, mais aussi des activités culturelles. Voilà, donc d'introduire dans les soins, dans les hôpitaux, finalement, des activités que font finalement les gens de façon normale. Et d'aider les patients à justement pouvoir disons, acquérir les compétences, mais surtout d'être en relation avec les autres, avec la société, avec le monde, au travers des activités, j'ai envie de dire, qui sont des choses indispensables pour tout à chacun. Donc cette tradition-là, on essaye de la faire survivre ici, puisqu'elle est en plein recul, la psychiatrie et la pédopsychiatrie vont très mal, et que tous ces aspects-là, finalement, de cette vie à l'hôpital, c'est finalement plus tellement bien accepté. Je ne rentre pas dans le détail, mais donc ça c'est un peu une évolution. Mais pour nous, il ne s'agit pas seulement d'être dans ce savoir-faire de cette tradition, mais c'est vraiment pour nous une utilité essentielle. Il y a la nécessité de stimuler la créativité, c'est-à-dire que quand des adolescents ne vont pas bien, une des premières choses finalement qui disparaît, c'est leur capacité créative. Mais quand on dit capacité créative, on ne parle pas seulement d'une sorte de capacité de faire des activités artistiques. C'est la création de sa propre vie. On crée tout le temps en fait. On est tout le temps en train de créer, d'inventer, de s'adapter à des situations.
et de faire des choix dans la vie. Donc cette dimension créative, quand elle disparaît, les patients se mettent un petit peu à tourner en rond, quoi. C'est un peu, la journée devient toujours la même, et donc là, il y a quelque chose qui aggrave un peu le tableau déjà du mal-être. Donc, la première chose, c'est effectivement proposer des activités où on stimule la créativité. Deuxième chose, qui est, comme je le disais tout à l'heure aussi par rapport à cette histoire de la psychothérapie institutionnelle, c'est aussi redonner une vie sociale, permettre une vie sociale dans la mesure où justement autour d'une activité collective ou qu'on fait avec un soignant, on va être en lien d'une autre manière, pas seulement au travers de la parole, c'est pas seulement un accompagnement, c'est vraiment un temps partagé en commun. Donc il y a cette dimension sociale qui est aussi fondamentale. C'est aussi un emploi du temps, c'est aussi, voilà, ça structure aussi la journée. Donc il y a toutes ces vertus-là. Après, il y a la médiation en elle-même, donc de cette activité qu'on va proposer, qui, elle peut avoir certaines vertus particulières. C'est pas la même chose de faire une fresque commune, de faire un film, de faire une improvisation théâtrale. Enfin, donc tout ça, évidemment, il y a des choses un peu spécifiques de chaque activité qui peuvent avoir aussi des choses, des vertus. Et nous, on est particulièrement sensible ici à la dimension corporelle. Hein. Donc il y a aussi des activités de socio-esthétique, par exemple, où on va fabriquer des soins, enfin des crèmes pour la peau, où on va apprendre un petit peu à se maquiller, à se coiffer. Bon, il y a aussi cette dimension corporelle. Ça peut être aussi une activité physique, adaptée justement aussi à l'état des patients.